Ok, donc on continue avec la deuxième partie de notre leçon cette semaine sur les protocoles de synchronisation pour le temps physique. Donc, dans le dernier vidéo, ce qu'on a dit, c'est que la machine reçoit une nouvelle valeur d'horloge après avoir effectué un protocole de synchronisation. Et à partir de cette nouvelle valeur, le système d'exploitation doit ajuster l'heure actuelle pour rejoindre cette nouvelle heure. Et elle ne peut pas tout simplement réécrire la valeur actuelle avec la valeur qui est donnée durant la synchronisation parce que ça peut violer des conditions de monotonicité et de progression dans le continu dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dans le temps et repasser des temps qu'on a déjà passés dans le passé. Et on ne peut pas non plus sauter des temps et tout simplement aller dans une valeur dans le futur. Donc, dans les deux cas, ça peut causer des problèmes pour les applications qui vont rouler sur notre machine. Donc, ça c'est les conséquences de la synchronisation pour le système d'exploitation, donc dans un contexte local à la machine. Donc là, ce qu'on va aborder maintenant, c'est comment est-ce qu'on obtient cette nouvelle valeur d'horloge qu'on va devoir synchroniser. Donc là, c'est l'aspect distribué de la notion de synchronisation d'horloge. Donc comment est-ce que la machine obtient cette nouvelle valeur d'horloge en communiquant avec d'autres machines dans le réseau pour qu'elle puisse retourner cette valeur au système d'exploitation pour que par la suite le système d'exploitation peut calculer les paramètres A et B pour faire l'ajustement en se basant sur son horloge RTC qui est à base de cristal de quartz et la nouvelle valeur d'horloge qui est obtenue du réseau. Ok, donc on va commencer tout d'abord par un protocole de synchronisation qu'on appelle de type externe. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une synchronisation externe? Donc l'idée est que dans un réseau ici de machines, donc dans un système distribué, ici on a un système avec 5 nœuds qui sont connectés à travers le réseau. On identifie qu'un de ces nœuds va agir comme le serveur de temps, c'est-à-dire que on identifie que ce serveur de temps-là a accès ou maintient l'horloge qui est la plus précise des 5 machines du système. Et quand on parle de précise, c'est en fonction là, du standard, du norme UTC. Okay? Donc, c'est-à-dire que ce serveur de temps-là peut-être a une horloge, accès à une horloge physique ou tout simplement à une connexion avec un système qui lui fournit un temps UTC. Donc là, on dit que c'est une synchronisation externe parce qu'on veut que les 4 autres nœuds du réseau se synchronisent pour obtenir le temps UTC à partir du serveur de temps et donc pour que ces 4 nœuds-là aussi se synchronisent pour avoir un temps UTC. Donc c'est une synchronisation externe parce que à la fin du protocole, les 5 nœuds devraient avoir un temps là, qui est synchronisé au UTC, donc qui va être synchronisé avec le reste du monde, avec le reste des machines dans le monde qui utilisent aussi le temps UTC. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est externe. Ok, donc quel est le mécanisme de base qu'on va utiliser pour faire cette synchronisation-là? C'est vraiment très standard, c'est utilisé partout sur Internet pour d'autres raisons, par exemple comme pour le web. C'est simplement un protocole de requête-réponse. Donc le client, qui est la machine qui a besoin de synchroniser son temps, envoie une requête au serveur de temps, donc pour la synchronisation externe, et le serveur fait une lecture de son temps UTC et va envoyer une réponse au client contenant la lecture de ce temps-là. Et à ce moment-là, le client obtient une valeur T' qui correspond à la lecture du temps du serveur UTC et doit maintenant ajuster son temps T en fonction du temps T'. Donc là, ça c'est le mécanisme de base. Maintenant, la question est la valeur T' que reçoit le serveur, que reçoit le client du serveur, c'est un temps qui a été lu durant ce protocole-là. Comment est-ce que le client est censé utiliser ce temps T'
pour ajuster sa valeur T. Et là, ce que je dis ici, c'est indépendant de l'ajustement interne que le client fait dans le système d'exploitation avec les paramètres A et B. Là, ce que je suis en train de dire, c'est que le temps T' lui-même ne peut pas être utilisé tel quel comme étant la nouvelle valeur de l'horloge qu'on envoie au système d'exploitation. Il faut que le client fasse un ajustement sur ce temps T' pour pouvoir ensuite l'envoyer à l'OS pour faire l'ajustement des paramètres A et B. Donc, la question, c'est quel ajustement devrait être fait sur ce temps T' par le client? C'est ça l'essence du protocole. Donc, essayez de penser un peu à ça avant de passer à la prochaine slide. OK, donc le protocole qu'on va voir qui résout ce problème s'appelle le protocole de synchronisation de Christian. OK, donc l'algorithme de Christian. OK, donc quelle est l'idée? Donc, quand on fait une requête, le protocole est à base de requête-réponse, comme je viens de l'expliquer dans la slide précédente. Et l'idée, c'est, si on se souvient là, des 8 illusions des systèmes distribués, donc l'illusion principale qui nous affecte ici, c'est que le temps de latence n'est pas 0 dans un système distribué. Donc, quand on effectue une requête-réponse pour faire une lecture du temps du serveur de temps, mais cette lecture de temps, au moment où elle arrive au client, elle est déjà en quelque sorte périmée. C'est-à-dire que c'était une lecture qui a été faite quand la requête a été reçue par le serveur, mais en envoyant le message de réponse au client, il y a eu un délai de plus qui a été accumulé. Et donc la valeur qui a été lue est déjà dans le passé. Donc le but de cet algorithme, c'est de déterminer comment ajuster ce temps qui a été lu dans le passé pour tenir compte donc du temps du délai de communication du réseau. OK? Donc c'est ça qu'on va faire. OK, donc comment ça fonctionne? Le client doit mesurer le round trip time, d'accord? Donc, doit mesurer c'est quoi le délai de communication pour communiquer avec ce serveur-là, d'accord? Donc, comment est-ce que le client peut mesurer le round trip time? Ben, tout simplement, il peut et ça revient donc au code d'utilisation qu'on a parlé d'essayer de toujours mesurer des intervalles de temps à partir de la même horloge. Donc ici, le client, en utilisant son horloge interne, peut mesurer le temps de la requête jusqu'à la réponse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un round trip time, donc un temps d'aller-retour. Donc, peut mesurer à partir de son horloge, même si elle n'est pas synchronisée, combien de temps ça a pris pour faire cette requête-là. Et donc ça, c'est le temps total pour faire la requête. Donc, ce que l'algorithme propose, c'est utiliser ce temps-là, le diviser par 2 et ajouter cette valeur-là pour compenser le fait que quand le serveur a fait sa lecture de temps, ça a été dans le passé et quand on envoie le message de réponse, ben, il y a eu une latence ici, un délai de communication. Et ce que l'algorithme propose, c'est que le délai de communication pour envoyer la réponse au client est égal au round trip time divisé par 2. Donc, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose évidemment que le temps pour répondre donc au client est égal au temps pour recevoir la requête du client. D'accord? Donc, ici, cet intervalle complet, c'est le RTT, c'est le round trip time. Et quand le client envoie le message au serveur, ce qu'on suppose dans l'algorithme de Christian, c'est que la lecture du temps T qui est faite avec le temps UTC est faite précisément au milieu là, de cet intervalle complet. D'accord? Donc, ça a pris autant de temps pour recevoir la requête. Bon, ça se peut que recevoir la requête, ça engendre un certain délai de communication. Par la suite, tu peux avoir un délai de traitement.
Donc, le message doit donc passer à travers le système d'exploitation, doit rentrer dans le code. Okay? Donc, il peut y avoir un délai additionnel de traitement au serveur. Si, par exemple, le serveur est surchargé, il y a des requêtes, il y a une file d'attente, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est considéré ici. On fait une lecture de temps et là, quand on envoie le message, il peut y avoir un autre délai de traitement pour créer le message, le mettre dans la file d'attente pour la carte réseau. Et une fois qu'elle sort du serveur, donc là, il y a le délai de communication sur le réseau pour revenir au client. Donc, le client, lui, est capable de mesurer de façon précise ce temps-là au complet, donc en partant son chronomètre ici et en l'arrêtant ici. Donc, tout ça, c'est fait avec son propre horloge locale. Et donc, ce temps qui est mesuré, c'est le RTT. On divise par 2, on ajoute ça au temps T et ça nous donne, à ce moment-là ici, le temps que le client devrait utiliser comme synchronisation. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de ce protocole. Et là, donc, une extension ou une généralisation du protocole, c'est de dire, au lieu de faire juste une requête et une réponse, faites plusieurs requêtes et plusieurs réponses. C'est possible que, à travers les différentes requêtes et les réponses, donc ici, imaginons qu'on fait 5 requêtes-réponses, que chaque requête, chaque RTT a une variation dans le temps. Okay? Donc, c'est possible que des fois, le réseau est plus rapide ou il y a moins de délai de traitement, ou des fois, c'est plus long parce que le réseau est congestionné et puis il y a du délai au serveur, etc., etc. Donc, si on le fait plusieurs fois, on peut enregistrer donc le RTT de chaque essai. Et là, ce que l'algorithme propose, c'est toujours utiliser le RTT minimum. Donc, par exemple, ici, dans les 5 essais, on fait celui qui a le RTT minimum, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est la valeur qu'on devrait se baser et qu'on devrait ajuster, donc qu'on devrait modifier, évidemment, parce qu'on a déjà progressé dans le temps. Mais c'est cet essai-là qui va être important pour faire la synchronisation. Donc là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait utiliser le RTT minimum? Donc, encore une fois, pensez-y un peu avant de continuer la vidéo. Donc, l'idée de ce protocole de Christian, c'est que la précision de synchronisation est plus ou moins RTT divisé par 2. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que la précision est plus ou moins RTT divisé par 2? Parce que dans ce protocole-là, on suppose que le temps T a été lu exactement au milieu de ce round trip time. D'accord? Donc, dans le milieu exact. Mais évidemment, ça, c'est une supposition. C'est possible que c'est pas vrai. C'est possible que le temps T par le serveur a été lu, par exemple, un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. C'est possible aussi que le délai de transmission ici de la requête est extrêmement rapide et que le délai de transmission de la réponse est extrêmement lent. Donc à ce moment-là, dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait s'arriver? C'est par exemple que ce temps T a été lu si imaginons là, que le délai de transmission de requête est de 0 pour une raison. Ok, c'est pas possible, mais disons que c'est très proche de 0 et que le délai de traitement avant de faire la lecture est aussi très proche de 0. Donc à ce moment-là, le vrai temps T qui a été lu par le serveur correspond donc à moins RTT divisé par 2 comparativement au temps qui est au milieu. Et donc, inversement, ça peut être l'inverse. C'est possible que ce délai de transmission est très long, que le délai de traitement est aussi très long et que le temps qui a été lu est plus dans l'autre moitié du RTT, donc plus vers ce côté-là. Donc, de façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas être certain quand est-ce que ce temps T a été lu, mais c'est dans cet intervalle du RTT. C'est quelque part dans ce round trip time, ça c'est sûr, ok? Parce que le serveur ne va jamais retourner une réponse qui a été lu avant que la requête ait été envoyée par le client. Ça, c'est pas possible. Le serveur lit toujours le temps en réaction à une requête d'un client. Okay? Donc, c'est à l'intérieur de cet intervalle RTT divisé par complet. Et plus qu'on assume que c'est au milieu, ben, ça veut dire que ça peut aller RTT divisé par 2 d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins RTT divisé par 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si on utilise notre essai avec le RTT qui est le plus bas possible, ça augmente la précision parce que cet intervalle RTT divisé par 2 devient le plus bas possible.
Donc, on a un temps qui est de plus en plus précis. D'accord? Donc, ça, c'est le modèle de base. Et là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est, et c'est ce que vous allez faire dans l'exercice numéro 1, c'est comment est-ce que cette précision ici de RTT du plateau est affectée si on connaît plus de choses, si on change le modèle. C'est-à-dire que si on connaît plus, on a plus d'informations sur l'environnement qu'on utilise. Donc, par exemple, si on sait, par exemple, que le délai de traitement de requête est toujours égal à, par exemple, 10 millisecondes. Et le délai de traitement de réponse est toujours égal à 20 millisecondes. Donc, on sait que ça, c'est 10 millisecondes, ça, c'est 20 millisecondes. Et là, disons que le RTT qui a été mesuré, c'est 50 millisecondes. Donc là, à ce moment-là, quelle est la précision? Comment est-ce que ça change la précision? Okay? Donc, plus on a d'informations sur l'environnement, plus on peut améliorer cette précision-là. Et là, la question de l'exercice, c'est comment est-ce qu'on peut modifier cette valeur-là selon les informations qu'on nous donne. OK. Donc ça, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme le plus simple pour la synchronisation de temps. Donc là, ce qu'on veut regarder, c'est quels sont les désavantages là, d'utiliser cet algorithme de Christian. D'accord? Donc c'est une synchronisation externe, donc qui est à base d'un seul serveur de temps. Donc si le serveur de temps tombe en panne, il n'est pas disponible, à ce moment-là, c'est sûr que la synchronisation ne fonctionnera pas. Okay. L'autre chose, c'est si le serveur est surchargé et que le round trip time prend beaucoup de temps, ça affecte la précision là, des synchronisations. Bon, une façon de contrecarrer ce problème, okay, de contourner ce problème, c'est d'utiliser plusieurs serveurs de temps si ça existe. Mais il y a un problème à faire ça, évidemment, c'est que avec plusieurs serveurs de temps, c'est possible que ces différents serveurs de temps eux-mêmes diffèrent un peu dans la lecture du temps UTC qu'ils font, okay, s'ils ne sont pas précisément synchronisés eux-mêmes. Et donc, l'autre aspect, c'est que c'est plus compliqué aussi. Il faut envoyer des requêtes à plusieurs machines différentes et c'est plus difficile d'estimer le RTT à ce moment-là. D'accord? OK. Deuxième algorithme qu'on va regarder maintenant, c'est un algorithme de synchronisation interne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un algorithme de synchronisation interne? C'est que dans notre système distribué ici, on ne peut pas distinguer quelle machine a un temps plus précis que les autres. Donc, à l'inverse de l'autre de la synchronisation externe, où une machine est clairement identifiée comme étant le serveur de temps, comme ayant le temps le plus précis UTC. Ici, on ne sait pas. On n'a aucune idée qui a le temps UTC ou qui est le plus précis. Donc à ce moment-là, ce que la synchronisation interne va faire, c'est s'assurer que ces 5 machines vont obtenir le même temps de référence entre eux. Mais c'est possible que le temps qu'ils obtiennent n'a aucun rapport avec le temps UTC. Donc le temps qu'ils vont obtenir, c'est seulement valide à l'intérieur du réseau et c'est pas comparable avec le reste du monde. Donc, le désavantage donc d'une synchronisation interne, c'est que ça nous permet d'obtenir un temps qui va être relativement utile à l'intérieur du réseau, mais qui sera complètement inutile pour communiquer avec l'extérieur de ce réseau-là. OK, donc l'algorithme pour faire la synchronisation interne s'appelle l'algorithme de Berkeley. Okay? Donc l'algorithme de Berkeley. J'ai expliqué tout ça. Et donc l'idée, c'est de faire une synchronisation à l'intérieur d'un LAN, okay, d'un réseau local, pour s'assurer que toutes les machines soient capables d'avoir un point de référence commun à l'intérieur du réseau. Donc comment ça fonctionne? Donc, première chose à faire, il faut élire un leader. OK, donc on n'a pas encore parlé de ça. On ne sait pas comment faire une élection de leader, mais dans 2 semaines, c'est ça qu'on va aborder comme sujet, donc la capacité de faire une élection de leader pour pouvoir démarrer ce protocole. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais pour l'instant, on suppose que ces 5 nœuds-là sont capables de communiquer ensemble et de déterminer à l'unanimité que un des nœuds va être identifié comme le leader
pour pour ce point ou cette instance du protocole de synchronisation. Donc, une fois que ce leader est déterminé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va coordonner donc, la synchronisation. Il va tout d'abord demander à tous les autres nœuds de faire une lecture du temps. Donc, ça, c'est très similaire à l'algorithme de Christian. Donc, c'est une requête, une lecture faite par les nœuds, et là, les nœuds retournent chacun leur temps, donc la réponse de leur lecture. Et là, ce nœud-là va évidemment aussi faire une lecture à l'interne de son propre temps. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le nœud, ici, va combiner les temps ensemble. Donc là, il y a une certaine flexibilité sur comment c'est combiné. Donc pour l'instant, on va prendre le plus facile, qui est de faire la moyenne de tous les temps qui sont reçus, incluant notre propre temps. Là, ça nous donne un point de référence. Et là, voici l'aspect qui est intéressant dans la façon que ce système fonctionne. C'est que quand le nœud détermine ce temps-là, ce qu'il va faire, c'est calculer donc le delta pour chaque machine. D'accord? Donc si on retourne en arrière, ici, par exemple, le temps calculé est 14,03. Disons qu'on regarde le nœud numéro 2. Le nœud numéro 2 a donné un temps de 13,55. D'accord? Donc, le nouveau temps de référence est 14,03. Donc, c'est 8 minutes de plus que le 13,55. Donc, ce qu'il va envoyer au nœud numéro 2, c'est lui dire il faut que tu avances ton temps de 8 minutes. Il ne va pas lui dire 14,03 c'est ton temps de référence. Il va lui dire ajoute 8 minutes à ton horloge. D'accord? Donc, chaque réponse n'est pas pareille, évidemment, pour chaque machine, dépendamment du temps de lecture qu'ils ont donné. Et pour son temps interne aussi, il va se dire à lui-même, s'envoyer un message à lui-même, dire « je dois ajuster mon temps ». Et donc, à ce moment-là, l'algorithme est terminé et tout le monde devrait avoir le même temps de référence qui est 14,03. OK. Donc, ça, c'est l'algorithme de base. Donc, la première question qu'on pourrait se demander, c'est, et ça, c'est vraiment l'aspect, je veux dire, intéressant de cet algorithme-là, c'est que quand le leader envoie donc le résultat à chaque machine, il donne juste un montant de delta, un montant positif ou négatif à ajouter, donc un montant relatif au lieu de donner une valeur absolue. OK? Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que l'algorithme fonctionne de cette façon-là et ne donne pas les temps, des valeurs absolues et donne une valeur relative? Okay? Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez penser un peu. Donc, la réponse, c'est que en donnant la valeur relative, ce qui s'est passé, c'est que, essentiellement, le nœud lui-même, le nœud leader, a pris donc la responsabilité de calculer toutes les différences de temps entre les valeurs reçues et la nouvelle valeur de référence et envoie juste cette différence aux autres. Donc, il a déjà précalculé cette différence-là et ces nœuds-là ont tout simplement besoin de recevoir, de regarder leur horloge présente. Donc, par exemple, c'est possible que au moment où il reçoit le message plus 8, il n'est déjà plus 3h55, mais peut-être qu'il est 14h. Mais l'idée, c'est que ce delta est encore valide, parce que si on lui avait donné 14h03, ben ce nœud-là va devoir se poser la question, OK, quel a été le délai de transmission pour ce message-là, parce qu'il faut que j'ajuste le 14h03 avec le temps d'attente que j'ai reçu pour obtenir la vraie valeur. Mais si c'est juste le plus 8, ben le plus 8 peut être reçu maintenant, peut être reçu dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est toujours plus 8. Le plus 8 est toujours valide. Et donc à ce moment-là, ce que ça permet de faire, d'envoyer des valeurs relatives au lieu de donner des valeurs absolues, ça permet à ces nœuds-là de ne pas se soucier des délais de transmission. D'accord? Donc le délai de communication sur le réseau n'est plus important à ce moment-là parce qu'ils ont juste besoin de prendre cette valeur-là, l'appliquer à leur horloge qu'ils ont continué de maintenir en attente et ça leur donne le nouveau temps de référence. Okay? Donc,
essayez de penser un peu à ça, ok? Essayez de penser pourquoi est-ce que ce que je viens de dire, c'est vrai. Et si vous avez évidemment des questions sur ça, vous pouvez me demander, mais c'est ça l'idée ici, ok? Donc, en donnant cette information-là, en valeur relative, on n'a plus besoin de considérer donc le délai de transmission pour le message de réponse. Donc, essayez de penser à ça. Donc, pour le reste, évidemment, il faut que le leader, lui, a besoin de comprendre le RTT, parce que quand il reçoit ces réponses-là, évidemment, la lecture ici a été faite, et là, il y a eu un délai de transmission qui a été engendré pour recevoir la réponse. Donc, le nœud ne peut pas juste prendre ces valeurs telles quelles. Okay, dans l'exemple, c'est simplifié, il le prend tel quel, mais en réalité, il faut qu'il comprenne c'est quoi le RTT de chacun et qu'il ajuste avec le RTT divisé par 2, comme dans la gamme de Christian, pour obtenir les vraies valeurs de ces lectures-là au moment où il reçoit ces valeurs-là. Et l'autre aspect que souvent on ajoute dans l'algorithme de Berkeley, c'est quand on fait la moyenne des valeurs obtenues, on essaye d'ignorer aussi les valeurs qui sont trop éloignées des autres. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on veut éviter ça? Parce que si une machine est fortement désynchronisée et va mettre une valeur qui est vraiment complètement différente des autres, ça va vraiment biaiser la moyenne des autres horloges. Et à ce moment-là, ça cause beaucoup de stress aux autres machines, parce que les autres machines vont avoir des grandes valeurs d'ajustement, par exemple 30 secondes, 1 minute, et des choses comme ça. Donc à ce moment-là, ça va forcer le OS à travailler plus fort là, pour ajuster le A et B pour rejoindre la valeur qui a été donnée. Donc si on ignore ces valeurs qui sont trop éloignées et on fait une moyenne qui est plus représentative là, de la médiane, donc là à ce moment-là, la seule machine qui va être pénalisée, c'est la machine qui était vraiment désynchronisée, puis les autres vont faire un ajustement qui est plus léger. Donc c'est pour ça qu'on fait ça de cette façon-là. Ok, donc ça c'est tout pour les deux protocoles. Donc ça conclut cette vidéo-là. Et dans le prochain vidéo, on va parler de synchronisation de temps, donc à grande échelle, donc dans le NTP et dans le PTP.